Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, Philippe Rossi. Et les voix des entrepreneurs ce soir à 19h24 sur Sud Radio. Voici les entrepreneurs qui vont vous accompagner pendant un peu plus d'une demi-heure. Allez, on est ensemble jusqu'à 20h. Denis Jacquet qui est avec nous. Denis que vous connaissez bien sur Sud Radio. Bonsoir Denis Jacquet. Oui. Bonsoir mon cher Denis. Bonjour Philippe. Entrepreneur, cofondateur de l'Observatoire de l'Ubérisation, auteur de ce livre Ubérisation, un ennemi qui vous veut du bien. C'est aux éditions Duno. Alors Denis Jacquet, je vous le dis, c'est pas un secret. Vous êtes à Miami, mon cher Denis, en ce moment. Voilà. Et quel temps il fait à Miami, Denis? Alors, il fait politiquement et climatiquement beau. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Donnez-nous, faites-nous rêver. Quel temps il fait, mais la température. Donnez-nous la température, Denis. Faites-nous un peu rêver. Ici, en moyenne, il fait entre 28 et 31. Alors, je devrais pas dire ça, mais grâce au changement climatique, il y a moins d'humidité qu'avant. Ouais. Il y a bizarrement très peu d'ouragans pour l'instant. Ils passent pas vraiment ici. Et le pass sanitaire est interdit en Floride, donc on vit plutôt assez normalement donc et sans dégâts particuliers. C'est plutôt cool chez vous. Voilà, nous entre midi et 2 en général, c'est la pause déjeuner. On va prendre un petit sandwich. Denis Jacquet, il va à la plage à Miami. Voilà. Sébastien Ley est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Philippe, bonsoir Denis. Bonsoir Sébastien Ley, entrepreneur dans l'immobilier. Sébastien Ley, président du parti 4 Piliers. Bonsoir à vous. Alors on est ensemble jusqu'à 20h. Dans un instant, restez avec nous. On va vous présenter une association. Alors voilà, c'est une association qui est en rapport avec l'entrepreneuriat. Une association qui enseigne carrément l'entrepreneuriat aux collégiens et aux lycéens. Plus précisément, elle essaie de donner l'envie d'entreprendre à la jeune génération. Vous verrez ce que fait cette association. C'est formidable à sa tête. C'est Bruno Bacciotti, président de l'association Entreprendre pour apprendre. On sera avec lui dans quelques minutes. Voilà, on sera avec Bruno et vous pourrez lui poser vos questions, Denis Jacquet et Sébastien Ley. Mais dans l'immédiat, j'aimerais revenir sur une annonce que veut nous faire Sébastien Ley. Alors, je ne sais pas si vous y pensez en vous rasant, mon cher Sébastien, mais il se trouve, je le dis, que vous êtes candidat à la primaire des Républicains avec Denis Père. On l'a annoncé il y a 24 heures, cette candidature de cet entrepreneur à succès, Denis Père. Eh bien, vous serez à ses côtés, mon cher Sébastien Ley. Racontez-nous un petit peu cette aventure et surtout la place que prend l'entrepreneur dans le débat public, puisque c'est ce que vous allez faire dans quelques jours. D'abord, bonsoir à Denis aussi. Denis, hier en échangeant des SMS avec toi, je t'avais dit je vais bientôt prendre de tes nouvelles. Je ne pensais pas que ça serait aussi rapide. Et voilà. Mais on est heureux d'avoir de tes nouvelles depuis la Floride. Alors, moi, je suis prêt à bien m'exprimer en tant qu'entrepreneur, mais je suis aussi présent dans le débat public à travers des interventions médiatiques sur Sud Radio ou dans des chroniques ailleurs, comme Denis par ailleurs. Et assez logiquement, on a eu envie, puisqu'on avait lancé avec d'autres amis entrepreneurs ou autres aussi issus du mouvement des Gilets jaunes, de s'impliquer en politique. Et comme on est quand même une majorité à se reconnaître à droite, on a considéré que ça serait une bonne chose pour ces primaires. On va voir comment ces primaires de la droite et de LR vont évoluer. Qu'il y ait non pas uniquement, comme c'est le cas quand on regarde les candidats actuels, des énarques ou des apparatchiks du parti, mais que le parti se saisisse de cette opportunité aussi pour s'ouvrir aux entrepreneurs. Donc c'est un test. Nous avons décidé de soutenir Denis Père, que je connaissais dans la communauté des entrepreneurs, mais aussi à travers ses autres implications dans la sphère publique. Puisque rappelez-vous, il y a quelques années, il avait lancé Nous Citoyens. Donc je dirais que dans la sphère des entrepreneurs, il fait partie... Il y a beaucoup de Denis, puisqu'il y a aussi Denis Jacquet, de ceux qui s'expriment, qui prennent position depuis des années. Et donc, il est légitime pour nous d'aller le soutenir. Bien évidemment, on ne peut pas rester en dehors de ce combat. Ça reste un combat pour l'instant qui est interne à la droite, mais je crois que l'enjeu, c'est aussi les liens qui peuvent exister entre une formation de droite en France et la communauté des entrepreneurs au sens large, je dirais, des indépendants, des commerçants, des artisans. On va en parler. Je pense que le moral n'est pas aussi élevé qu'on pourrait le penser quand on regarde les chiffres macroéconomiques. Et donc, ces gens-là ont besoin aussi de se retrouver dans le débat qui va s'ouvrir avec la présidentielle. Oui. Alors, qu'est-ce que peut apporter Denis Père, et je vais donner Sébastien Ley, et je vais donner la parole à Denis Jacquet dans quelques instants. Qu'est-ce que peut apporter un président entrepreneur? On a le président Startup Nation, Emmanuel Macron. Qu'est-ce que peut apporter un Denis Père, par exemple, un président qui a derrière lui, non pas l'ENA, mais des années d'entrepreneuriat? La question est pour Denis ou pour Sébastien? Sébastien, allez-y, et je poserai la même question à Denis Jacquet. Sébastien. Alors aujourd'hui, il y a un problème fondamental avec la formation de droite et puis avec le pays, c'est que la question de la liberté économique, elle a été complètement écrasée
et Denis Jacquet, qui est avec nous, l'écrit souvent dans ses chroniques Atlantico, par la crise du Covid, mais aussi parce qu'en 2017, on nous a présenté Emmanuel Macron comme le candidat de la liberté économique, comme le candidat des entrepreneurs, et ça a été immédiatement une déception. Alors ça n'était pas une déception pour ceux qui connaissaient ces milieux-là, ceux qui, comme Denis ou moi-même, pensaient qu'il serait difficile pour un énarque finalement qui a toujours vécu dans les rouages de l'État de vraiment apporter de la liberté économique. Mais aujourd'hui, 4 ans plus tard, pour les indépendants, pour les commerçants, le compte n'y est pas. Le seul horizon qu'on leur propose, c'est en réalité, vous l'avez vu avec la crise du Covid, c'est le quoi qu'il en coûte, c'est d'en faire des assistés finalement et de les aider. Mais on sait, on va en parler, que cette aide qui vient de l'État, bien évidemment, elle va être déphasée au cours des prochains mois. Donc un entrepreneur, c'est d'abord un candidat qui doit être le candidat de la liberté. Mais la particularité, je crois aussi, de Denis Père et de nos idées, nous, au sein de notre mouvement, le Parti 4 piliers, c'est qu'au niveau de la sphère politique, on essaye d'abord, on a des positions régaliennes assez fortes, classiques à droite, et puis on a été marqué aussi par le mouvement des Gilets jaunes, par les mouvements populistes, par exemple aux États-Unis avec le Trumpisme, et on essaye, c'est ce qu'avait fait Denis Père d'ailleurs dans un ouvrage qui est sorti récemment, de proposer aussi une nouvelle forme de contrat social qui, dans le cas de la France, ne serait pas fondée que sur l'assistanat, mais sur plus de liberté économique et sur un primat donné aux classes moyennes, avec la possibilité pour les Français à nouveau, comme c'était le cas il y a quelques décennies, de se dire finalement, on va avoir une meilleure vie et la vie sera meilleure pour nos enfants qu'elle a été pour nous parce qu'on va pouvoir accéder à la classe moyenne. Aujourd'hui, dans le débat politique, vous avez soit des gens qui prônent l'assistanat, soit des gens qui vous disent un peu de manière, avec beaucoup de morts comme Emmanuel Macron, finalement, tout doit être fait pour les premiers de cordée, pour les meilleurs. Et Denis Jacquet ou Denis Père font partie des meilleurs, donc ils connaissent ce monde-là. Mais s'ils ont envie de s'impliquer dans le débat public, c'est aussi pour aider finalement ceux qui veulent accéder à la classe moyenne et qui veulent profiter, je dirais, de tout ce que la prospérité économique a amené auparavant en France. Denis Jacquet, c'est un entrepreneur à la tête du pays. Ce serait une bonne chose selon vous. Alors pour ce qui est de l'économie, Sébastien Lay, évidemment qu'un entrepreneur, j'ai envie de dire, a l'expérience sur le terrain. Mais pour tout ce qui est le régalien, par exemple, la santé, est-ce que vous pensez que les Français feraient confiance à un entrepreneur, Denis Jacquet ? En fait, ce qu'on a besoin en France, c'est d'avoir quelqu'un qui ne vienne plus du même sérail, de ces vieux pots de confiture dont on a écrémé les recettes. Un moule qu'on connaît bien, Un moule qu'on connaît bien. Et s'il était positif et que ça marchait, on pourrait se dire on n'a pas besoin de mettre tous ces gens dehors. Mais quand on voit que ça marche aussi mal depuis 30 ans, comment est-ce qu'on peut encore envisager qu'aujourd'hui, on doive confier le sort de ce pays à des gens uniquement parce qu'ils sont passés par une école unique, qui pensent tous de la même façon, et maintenant, en plus, quand vous les regardez, c'est presque idiot ce que je veux dire, mais s'habillent de la même façon, sont coiffés de la même façon, pensent de la même façon, et voient le monde de la même façon. On a tous pensé qu'Emmanuel Macron, qui pourtant vient du sérail, on nous l'a présenté comme quelqu'un qui était un outsider, mais il a été élevé, et plus que d'autres, par une espèce de super méga élite qui considérait que c'était un cheval de course et qu'il fallait le soutenir. Donc je pense qu'il est urgent pour la France d'avoir un candidat qui ne soit pas du sérail. Entrepreneur ou pas, c'est pas très important. Le deuxième, alors Sébastien va un peu me détester, mais je promets, je ferai un amende honorable. Je ne pense pas que ce soit Denis Père le bon candidat, parce qu'il a quand même ruiné tous les espoirs d'une génération d'entrepreneurs en bousillant, il n'y a pas d'autre terme, nous citoyens, en le confiant très vite à des vieux politiques qui faisaient des vieilles recettes. Ça a été un échec complet. Et à cause de lui, on est passés tous, nous, entrepreneurs, comme des gens qui, finalement, faisaient aussi mauvais que les autres. Mais en même temps, moi, je suis adepte de la seconde chance, donc pourquoi pas ? Et là où Denis Père a certainement raison, c'est que de toute façon, malheureusement pour nous, on n'a aucune chance d'aller à une élection présidentielle si on n'est pas soutenu par un parti. Donc, je ne suis pas persuadé que ce soit la bonne personne, mais à nouveau, j'accorde le bénéfice du doute. On peut se planter une fois dans l'entrepreneuriat, donc on peut se planter une fois dans ce qu'on a fait, parce que vraiment, il a très mal fait, alors que nous, citoyens, c'était une initiative vraiment excessivement remarquable, auquel j'avais donné un peu d'aide aussi. Mais à un moment donné, s'il a bien appris les leçons de la dernière fois, il peut nous faire quelque chose de bien. Il faudra que ça soit moins parisien, et notamment, on ne peut plus baser une candidature comme il l'avait fait en disant « je pleure parce qu'à l'époque, je ne pouvais pas payer mon ISF, j'étais obligé de me réfugier en Belgique ». Tous ces trucs qui nous ont juste totalement décrédibilisés. Donc, s'il a appris de ça, ça peut être intéressant, et il ne pourra pas y arriver, lui ou un autre, s'il n'est pas soutenu par un parti. Donc, je pense que c'est la très bonne démarche.
et d'avoir un candidat hors CRR, même si on sait qu'il a très peu de chance, c'est complètement indispensable. Alors, et rien que pour ça, je soutiendrai Sébastien. Denis Père, donc Denis Père, pour ceux qui ne le connaissent pas, parce que c'est vrai qu'on parle de Denis Père, mais il n'est pas vraiment très connu des Français. Denis Père, c'est un entrepreneur à succès et qui a décidé de se lancer dans la présidentielle et d'être porté candidat à la primaire des Républicains. Alors pour l'instant, on ne sait pas si cette primaire aura lieu ou pas, même si évidemment il y a de fortes chances qu'elle ait lieu. Ce sera décidé fin septembre. Voilà, c'est le congrès des Républicains emmené par Monsieur Jacob qui prendra la décision. Dans un instant, ce sera le débat des vraies voix des entrepreneurs. Voilà, est-ce que les entrepreneurs pour cette rentrée ont la forme? Est-ce qu'ils sont angoissés? Est-ce qu'ils sont le blues? 0826 300 300 d'ailleurs si vous êtes entrepreneur et vous voulez témoigner. Mais d'ores et déjà, je vous propose dans l'immédiat d'accueillir Bruno Bacciotti qui est avec nous. Bonsoir Bruno. Bonsoir Philippe. Bonsoir à vous Bruno Bacciotti. Je vous présente nos entrepreneurs du jour, Denis Jacquet et Sébastien Lay. Je vous présente, vous êtes président de l'association Entreprendre pour apprendre. Bruno Bacciotti, tiens, Denis Jacquet, vous avez entendu parler de cette association ou pas? Ah oui. Bon, très bien. Sébastien Lay, j'imagine aussi. Très belles initiatives. Très bien. Voilà, vous êtes connu des entrepreneurs, Bruno Bacciotti. C'est déjà ça. Quel est l'objectif pour ceux qui nous écoutent? Racontez-nous et présentez l'association. Quel est son objectif? Qu'est-ce que vous faites? La première chose, c'est de sensibiliser évidemment les jeunes à l'entrepreneuriat, mais pas que. C'est leur donner confiance en eux à travers une expérience réelle de création d'entreprise au sein de leur classe. Et donc, ils vont apprendre tous les rouages de l'entreprise et prendre confiance en eux et découvrir leurs talents. Très bien. Donc, concrètement, comment ça se passe? Vous allez dans les collèges et les lycées, vous leur donnez le goût d'entreprendre, vous montez des entreprises, c'est ça, avec les élèves, des entreprises virtuelles, évidemment. Sous l'égide de notre association, effectivement, que ce soit en collège ou en lycée ou en post-bac ou même dans les missions locales, les écoles de la deuxième chance, les établissements pénitentiaires, puisqu'il y a des écoles dans les établissements pénitentiaires, on va créer une mini-entreprise, donc avec une quinzaine de jeunes. Alors c'est fictif au sens où on ne les enregistrera pas au registre du commerce, mais si l'entreprise c'est de vendre quelque chose, ce n'est plus fictif parce qu'on va leur demander de vendre un service ou un produit. D'accord. Et alors, comment ça se passe en général? Comment réagissent les élèves? Vous voyez tout de suite ceux qui ont le goût et la capacité d'entreprendre, ceux qui ne l'ont pas du tout, j'imagine? C'est difficile au départ parce qu'en fait, la première séance où nous sommes présents, alors on a tellement de projets qu'on n'est pas toujours à la première séance, mais au moins dans les trois premières ou quatrième, la troisième, la quatrième, la deuxième séance, ils sont toujours très étonnés qu'on leur propose de créer une entreprise et la première réaction c'est toujours de toute façon on n'y arrivera pas. Bon, de toute façon, ça c'est toujours c'est un peu franco-français, on n'y arrivera pas. Bon, et puis les étapes passent et ils y arrivent. Alors de là à dire que dès le départ on arrive à déceler le talent qui va faire que ça serait un peu prétentieux. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que dès le départ, au bout de 3-4 mois, quand on va faire les entretiens au sein de l'équipe pour savoir qui va être le PDG, le DG, etc., le directeur commercial, ainsi de suite, là, on décèle déjà du leadership. Et c'est assez drôle, d'ailleurs. Et les profs découvrent leurs élèves. C'est encore plus amusant. Ouais. Denis Jacquet, est-ce qu'il ne faudrait pas... Alors, pour l'instant, c'est une association, c'est la vôtre, Bruno Bacciotti, qui... C'est pas la mienne. C'est une association, pardon. Dans laquelle alors, je suis plus président, comme je vous disais tout à l'heure, depuis quelques mois, mais je suis toujours trésorier, membre du bureau, et j'ai été président pendant 5 ans. Bon, c'est pas très grave. Bon, très bien. Bon. Trésorier de l'association Entreprendre pour apprendre. Denis Jacquet, est-ce qu'il ne faudrait pas, une fois pour toutes, qu'il y ait une matière sur l'entrepreneuriat au collège et au lycée, que ce ne soit pas juste une association qui vienne quelques jours passer du temps et leur apprendre? Mais ce que fait Benoît est extrêmement important et il doit connaître bien évidemment aussi 100 000 entrepreneurs. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller dans des écoles, peut-être Sébastien aussi, où on a été rencontrer des jeunes. Et je vais vous dire une toute petite anecdote très courte qui prouve à quel point il faut démystifier le terme d'entrepreneur et le rendre naturel. Et un jour, je viens, donc on était deux, on présente, et le petit garçon, il avait 12 ans, 13 ans, me dit « mais… mon papa, il est boulanger, est-ce qu'il est entrepreneur ?» Je lui dis, mais bien sûr que ton papa est entrepreneur. Et pour lui, un entrepreneur, c'était une catégorie à part. C'est-à-dire, quelqu'un qui est boulanger, il n'est pas entrepreneur. Il est commerçant, c'est une espèce de sous-poche ou de sous-catégorie. Mais non, il est entrepreneur. Il est responsable de sa vie, il est responsable de son business, il a des commis, il a des serveuses. Et puis surtout, c'est la fierté de ce pays aussi. Moi, ce matin, j'ai enfin trouvé à Miami un pâtissier français qui fait des croissants presque meilleurs qu'à Paris.
c'est un truc fantastique qu'on peut exporter partout. Donc je pense qu'en fait, il faut démystifier le terme et que les gens, comme au Canada, aux États-Unis, en Israël, vous avez des cours autour de l'entrepreneuriat où on fait des simulations de ce que c'est que créer une petite boulangerie, un plombier, une start-up, peu importe. Et je pense qu'il faut démystifier parce qu'on a l'impression que c'est un mur géant face à soi, alors qu'en fait, bien sûr, c'est un mur géant, mais en fait, tout le monde est capable, enfin, beaucoup de gens sont capables de le franchir, donc c'est des initiatives formidables. Ouais. Tiens, Sébastien Lay, je vous donne la parole à votre tour. Entreprendre pour apprendre, l'association dont fait partie Bruno Bacciotti. Quelles sont les qualités, tiens, parce que Bruno nous l'expliquait, on voit tout de suite qu'il y a le leadership, qui est passionné par l'entrepreneuriat ou pas, qui va y arriver, qui a les capacités. Quelles sont les qualités, selon vous, Sébastien Lay, qu'il faut avoir des jeunes, dès le plus jeune âge, pour être un bon entrepreneur, ou en tout cas des qualités qui fait qu'on pourrait se lancer? Au risque de vous surprendre, je vous dirais que justement, il n'y a pas de qualité intrinsèque pour être un entrepreneur, parce que chacun peut être l'entrepreneur de sa propre vie. Ouais. Et j'ai bien aimé ce qu'a rappelé Denis, je le fais aussi dans le débat public. Moi, quand je parle toujours des entrepreneurs et des indépendants. L'entrepreneur, ce n'est pas uniquement le start-upper qui est dans la Silicon Valley et qui rêve de créer de nouvelles technologies. Ce sont tous les indépendants, tous les commerçants, tous les artisans. Un médecin libéral est un entrepreneur, un notaire est un entrepreneur. Cette catégorie-là, au sens large, en France, c'est 6 ou 7 millions de personnes déjà. Donc la seule qualité que requiert l'entrepreneuriat, c'est la volonté de prendre le contrôle de sa propre destinée. Il n'y a pas d'âge pour cela. Il n'y a pas d'enseignement spécifique, mais c'est mon second point. La pédagogie à l'école, dès le plus jeune âge, est très importante. Encore à mon époque, au lycée, personne n'est venu me parler de l'entreprise. Je savais ce qu'était l'entreprise un peu autour de moi. J'avais des commerçants, etc. Mais au lycée, on avait des cours de sciences économiques sociales, des SES. On avait des professeurs qui présentaient toujours dans les cours de macroéconomie l'entrepreneur comme un vilain exploitant. Vous voyez, il a fallu que j'attende d'arriver dans une bonne école de commerce, la même que celle qu'a pu faire Denis, pour que vraiment j'ai des cours d'entrepreneuriat et que je comprenne la logique de la création d'entreprise. Donc la pédagogie à l'école, notamment parce qu'on est dans un pays avec un vieux fonds marxiste, est encore très importante. Il faut, surtout dans les endroits les plus reculés, etc., il ne faut pas laisser uniquement les enfants aux prises avec certains enseignants, sinon ils vont se détourner de l'entreprise. Ouais. Et moi, j'ai réussi à entreprendre à la trentaine, la petite trentaine, mais je pense que si j'avais été plus exposé à ces problématiques-là dès le lycée, j'aurais été entrepreneur plus tôt. Et c'est ce qu'essaie de faire en tout cas cette association Entreprendre pour apprendre avec Bruno Bacciotti qui en est le trésorier. Merci à vous, monsieur Bacciotti. Merci. Quel est le programme de la rentrée, j'imagine, avec cette association? Continuer d'aller dans les écoles, les collèges et lycées? Oui, en fait, le Covid a beaucoup perturbé évidemment nos travaux, mais on a su rebondir. Et ce qui a été formidable d'ailleurs, c'est que les jeunes et les profs ont rebondi de manière spectaculaire. Donc la rentrée, c'est de se dire qu'on est toujours dans le Covid, qu'on doit toujours innover, qu'on doit toujours rebondir et qu'on est extrêmement agile, comme nos jeunes qui deviendront de très bons entrepreneurs grâce à tous les programmes comme 100 000 et EPA, Entreprendre pour apprendre. Et voilà, Bruno Bacciotti, trésorier de cette formidable association Entreprendre pour apprendre. On va s'arrêter un court instant. La rentrée des entrepreneurs. Tiens, on va en parler dans quelques minutes. Ça tombe bien, 2 entrepreneurs sont avec nous, Sébastien Lay, Denis Jacquet. Est-ce que les entrepreneurs ont le blues en cette rentrée? Vous allez y répondre dans un instant, hein, Denis et Sébastien. Au contraire, est-ce qu'ils sont en pleine forme malgré le quoi qu'il en coûte qui est fini? 0826 300 300 si vous voulez témoigner. On se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Philippe Rossi. Et vous écoutez les voix des entrepreneurs sur Sud Radio. Ce soir, c'est avec Denis Jacquet, entrepreneur, cofondateur de l'Observatoire de l'Ubérisation. Sébastien Lay est avec nous, c'est un entrepreneur également, entrepreneur dans l'immobilier, plus précisément président du parti 4 piliers. Alors, vous le savez, hein, c'est la rentrée cette semaine, on est le 1er septembre. Tiens, la rentrée scolaire, c'est à partir de demain. Voilà, la primaire, le collège et le lycée, ce sera vendredi si je ne m'abuse. Mais c'est également la rentrée des entrepreneurs. Comment les entreprises ont préparé leur rentrée? Alors elles ont plusieurs objectifs, plusieurs défis à relever. Le retour au bureau tout d'abord et la démocratisation du télétravail, la santé des salariés, on va en reparler, c'est important. La fin du quoi qu'il en coûte, la reprise économique. Est-ce que les entrepreneurs sont en forme en cette rentrée ou alors est-ce qu'ils ont le blues, nos entrepreneurs? Est-ce qu'ils redoutent l'avenir? On en parle tout de suite avec nos entrepreneurs, Sébastien Lay, Denis Jacquet. Tiens, Sébastien Lay, je vais commencer avec vous. Vous êtes parti en vacances, j'imagine. Est-ce que vous aviez hâte de rentrer, Sébastien Lay, ou alors angoissé de reprendre en ces temps difficiles de Covid?
Alors, mon cas personnel va plutôt bien, mais j'ai la chance d'être aussi sur 2 pays, un peu comme Denis maintenant, sur les États-Unis et la France, donc pas forcément exemplaire de la dynamique locale. Mais je dirais, pour répondre à votre question de manière plus générale, pour paraphraser Charles Dickens, je crois que c'est un conte de 2 cités. En fait, vous avez en haut, au niveau macroéconomique, les grandes entreprises, si vous leur parlez, tout va bien, la reprise est forte, on devrait avoir 6% de croissance cette année, ça se passe bien, le pass sanitaire, etc. Après, quand vous basculez sur la myriade des entrepreneurs, des indépendants, des commerçants, des artisans dont nous étions en train de parler, là, vous avez un paysage qui est assez différent. D'abord, il y a eu beaucoup de stress cet été sur la mise en place du pass sanitaire. Ça continue, ce sont des difficultés techniques. On n'a pas encore les chiffres macroéconomiques, mais bien évidemment que ça joue un rôle. Et surtout, je crois qu'il y a beaucoup d'angoisse liée à la sortie de crise. En fait, la plupart des entrepreneurs, malheureusement, nolens volens, ont basculé dans une forme d'assistanat. Il y a eu le quoi qu'il en coûte. C'est 240 milliards d'euros d'aide en tout et pour tout. Vous avez vu les dernières annonces de Bruno Le Maire. Tout ça va être déphasé. Enfin, là, c'était pas de l'assistanat, le quoi qu'il en coûte pour les restaurants qui ne pouvaient pas ouvrir. C'était de la survie, les aides de l'État. Pas complètement, mais on va s'apercevoir quand même que dans ces aides, il y a eu des effets d'aubaine et des effets opportunistes aussi. J'ai des amis qui ont pris des PGE pour se payer des salaires. Bon, moi, pendant l'année 2020, je ne me suis pas payé de salaire, mais je n'ai pas pris de PGE. Ces PGE, il faut les rembourser à un moment donné. Il y a l'URSSAF, en tant qu'entrepreneur, je pense que c'est la même chose pour Denis. Tous ceux qui ont des boîtes en France, on ne nous a pas forcément réclamé ce que l'URSSAF nous devait, mais on a tous des dettes sociales à un moment donné à régler. Il y a certains qui vont pouvoir, d'autres qui ne vont pas pouvoir. Donc en réalité, PGE, dette sociale avec l'URSSAF, opportunité de réouvrir dans certains cas. Moi, je connais autour de moi des restaurants, etc., qui ne rouvrent pas, mais qui me disent je ne sais pas si j'ai intérêt à réouvrir, si mon marché est toujours là. Donc, au niveau des petits entrepreneurs, des moyens entrepreneurs, il y a beaucoup d'angoisse sur la sortie de crise et sur la gestion de la sortie de crise par le gouvernement. De 2 choses l'une, soit la croissance est très forte, mais pas pendant 6 mois, pendant 3 ans, et les problèmes peuvent être résolus grâce à cette croissance, ou, et c'est ce qu'on observe parfois dans certains pays, y compris aux États-Unis, dans certaines zones aux États-Unis, on a 7 à 8 mois de reprise forte, et puis après ça se calme, ça se normalise un peu. Si la France rebascule dans une décennie comme la décennie précédente, avec en moyenne 1% de croissance par an, je peux vous assurer que les gens qui ont des PGE à rembourser sur 5 ans, ils ne s'en sortiront pas. Pas maintenant, mais les problèmes vont apparaître dans 12, 24 ou 36 mois. Denis Jacquet, tiens, on nous avait promis, on nous annonçait des faillites en cascade, c'était les pronostics de certains économistes. Bon, il se trouve que finalement, Denis Jacquet, en France, tout se passe bien, il n'y a pas les faillites qu'on nous avait prédit, il y a une reprise économique. Bruno Le Maire était plutôt très optimiste il y a quelques jours. Est-ce que vous êtes aussi optimiste que lui, Denis Jacquet, ou alors est-ce que c'est reculer pour mieux sauter et avec le pass sanitaire, on en parlait avec Sébastien Lay, ces faillites pourraient arriver d'ici l'automne, l'hiver. En fait, ce qu'on a tous tendance un petit peu à oublier, c'était quel était l'état du monde avant la crise du Covid. Et avant la crise du Covid, il n'y avait pas de perspective de croissance particulière. Donc, il n'y a aucune espèce de raison objective pour laquelle on aurait une croissance tout à coup stupéfiante où tout le monde aurait envie de consommer. Donc, du coup, elle va être forte parce qu'on part de très bas. Mais en valeur réelle, elle ne va pas être si forte que ça. C'est juste un retour éventuellement à ce qu'était le monde d'avant, mais ce n'est pas une vraie croissance, c'est juste un effet de rattrapage. Donc ça veut dire que sur les faillites, pourquoi ? Parce que l'URSSAF, quand vous êtes en difficulté, dans 70 à 90% des cas, celui qui attaque au tribunal de commerce pour vous mettre en redressement judiciaire, en liquidation. Ils ne l'ont pas fait depuis 1 an et demi. Donc pour l'instant, il n'y a pas de liquidation simplement parce qu'il n'y a personne pour aller liquider les entreprises. Ils ont des consignes de les laisser tranquilles. Néanmoins, au 2e trimestre, sur les PME, on a plus 32% de reprise. Et là où avant, une boîte pouvait s'en sortir avec un redressement judiciaire, là, elles vont à plus de 68% directement au tapis, c'est directement à la liquidation. Donc on voit bien que dès que les aides vont se retirer, que le cours normal va se refaire, comme disait Sébastien, à moins d'une croissance, une vraie croissance, pas du rattrapage, et pendant longtemps, ces boîtes vont disparaître. Mais effectivement, pas avant le début de l'année prochaine, puisque de toute façon, moi je vois pour mon fils aîné qui a un food truck, il a des aides encore petites, mais qui l'aident à tenir encore le temps nécessaire. Donc pour l'instant, les aides sont là pour tenir le coup, mais ça ne tiendra pas. Donc je pense que il faut se faire un peu de méthode Coué, se dire que ça va bien, etc. Mais en même temps, regarder la réalité en face. Et vous, Philippe, vous rappeliez tout à l'heure que Emmanuel Macron disait qu'il était le patron de la Startup Nation. Il n'a rien fait pour la Startup Nation en 3 ans.
Donc, je veux dire, il n'y a toujours pas de plan du numérique, il n'y a pas de plan français, il n'y a pas de plan européen. Il est à peine en début de constitution. On n'est pas dans la big data, on n'est pas dans l'intelligence artificielle, on n'est pas dans le spatial, on n'est pas dans tout ce qui compte aujourd'hui. Donc, je vois malheureusement pas de raison d'être optimiste. Par contre, imaginez, vous êtes à la tête d'EDF ou à la tête de la boîte de Sébastien ou la mienne. Et en gros, si vous avez des clients réguliers, ils ont continué à vous payer, si vous êtes une boîte de logiciels, mais vous n'avez plus les charges parce que vous avez eu du chômage partiel. Les boîtes ont des résultats exceptionnels cette année, mais c'est complètement artificiel. Bon, écoutez, de toute façon, nous sommes le 1er septembre. Les chiffres du chômage, voilà, c'est tout. C'est tous les 3 mois. On va voir ce qui va se passer d'ici quelques semaines. On va voir les conséquences justement de ce pass sanitaire qui a été installé un petit peu avant l'été. On le verra d'ici quelques semaines, je pense. Parlons un petit peu du télétravail. Voilà, il nous reste quelques minutes. C'est aussi l'acteur de cette rentrée, le télétravail. Je vous rappelle que la ministre du Travail, Elisabeth Borne, a déclaré et a expliqué qu'il n'y avait plus de jour minimal, c'est-à-dire qu'en gros les entreprises, à part dans la fonction publique évidemment, les entreprises décident seules sans avoir l'accord du gouvernement. Une entreprise privée peut dire à ses salariés, chez moi c'est du 100% présentiel par exemple. Tiens, Sébastien Lé, est-ce qu'il ne faudrait pas insérer un petit peu de télétravail maintenant que les Français s'y sont habitués et j'ai envie de dire se sont un peu amourachés du télétravail, Sébastien Lé? Alors, je crois que c'est aux entreprises de décider. Donc, cet espace de liberté qui a été accordé est salutaire. Je ne souhaite pas, en tant qu'entrepreneur, que l'État légifère sur la question. 2, c'est vraiment entrer dans les mœurs. Moi, je vois dans mon domaine, ça a accéléré l'internationalisation, la capacité à travailler un dossier dans n'importe quel point du globe, à partir de n'importe quel autre point du globe, finalement. Donc, c'est vraiment rentrer dans les mœurs. Et 3, quand on regarde les plans de retour au bureau aux États-Unis, on s'aperçoit de 2 choses. 1, il n'y a pas de disparition du bureau, notamment dans la tech ou dans certaines régions, d'ailleurs en Floride, il y a une envie des gens de se retrouver, notamment les plus créatifs, d'être ensemble, notamment les plus jeunes. Il y a une vraie envie de retourner au bureau. 2, 1 à 2 jours de télétravail par semaine, c'est quand même rentré dans les mœurs. Et avec l'histoire du variant, etc., toutes les grandes sociétés qui, par exemple, avaient prévu de faire une rentrée là à New York, puisqu'en fait, la rentrée à New York, aux États-Unis, c'est la semaine prochaine. Ils ont leur Labor Day, qui est comme notre 1er mai, qui est lundi prochain. Donc, ça va être mardi prochain. Il y a beaucoup de sociétés qui devaient faire leur grande rentrée la semaine prochaine, et comme Google, par exemple, et qui ont décalé ça à début 2022. Donc, le télétravail est dans les mœurs. Ce n'est pas tous les jours, c'est vraiment entre 1 et 2 jours. Et la normalisation avec le retour complet au bureau est décalée par l'histoire des variants et une gestion encore erratique de la crise sanitaire. Denis Jacquet, est-ce qu'on est moins productif quand on télétravaille? Parce que avant la crise du Covid, c'est un petit peu ce que pensait la majorité des patrons, non? Il y a beaucoup de gens qui ont fermé dans leur bureau. On serait curieux de savoir ce qu'ils font vraiment. Oui, c'est vrai aussi. Ouais. Ouais. Bon, donc non, je pense que ce qu'il faut comprendre là aussi avec le télétravail, c'est que c'est une nouvelle forme d'organisation du travail et c'est une complémentarité entre le présentiel et le distanciel. Or, aujourd'hui en France, on est en train d'en faire un débat entre partenaires sociaux qui vont nous faire un espèce de truc sur le bout du mètre carré, la chaise qu'il faut acheter, une discussion de marchand de tapis qui n'a aucune espèce. Donc, tout ce qu'il ne faudrait pas faire, c'est confier aux partenaires sociaux, entreprises comme syndicats salariés, la gestion de ce truc, et le confier au HR, aux ressources humaines, en disant c'est une nouvelle forme d'organisation, on doit apprendre à la domestiquer, parce que tous les Google et Twitter qui disaient vous ne reviendrez jamais au bureau, en fait, quand ils s'aperçoivent qu'ils ont 25% de salariés déprimés en plus, et que la plupart maintenant démissionnent parce qu'ils n'en peuvent plus de voir personne, notamment à New York ou en Californie, qui ont été assez radicales sur le confinement, etc., ce qui a été très destructeur pour eux, ils s'aperçoivent, on va tous se rappeler d'un truc, vous avez eu Pascal Pic parfois ou d'autres qui sont venus, des anthropologues, que l'homme est un animal et que l'animal c'est un animal social. Donc il a besoin de relations humaines, il a besoin de se sentir, de se renifler, de se toucher, et donc on a besoin d'apprendre. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est laisser ça à ceux qui savent organiser cette nouvelle forme de travail et non pas en faire une discussion ou politique ou syndicale parce que c'est juste pas l'objet. Donc bien évidemment, il y a des choses à aménager. Donc si on a l'intelligence de faire ça, et malheureusement c'est mal parti pour ça, on y arrivera. Sinon, on va s'apercevoir que, effectivement, si on le considère comme un gadget, c'est-à-dire pour les entreprises de dire on va économiser 2 mètres carrés parce qu'avec le télétravail, on peut économiser un certain nombre de charges et que les salariés se disent super, pendant 2 jours, je serai à la plage.
on court à l'échec total, oui. Pour finir, Sébastien Lay et Denis Jacquet, je vous donne la parole évidemment. Comment vous voyez le monde des entrepreneurs aller dans un an? On va se donner une perspective d'un an. C'est une année très incertaine, hein, évidemment, avec cette crise du Covid. Sébastien Lay. Ça sera un monde d'opportunités parce que les entrepreneurs ne regardent pas le contexte macroéconomique, ne regardent pas la politique. Ils font fi de tout ça. S'ils ont une passion, une envie de créer, ils avancent et ce sont des battants. Donc, peu importe ce qui se passera, même si on a une nouvelle crise financière ou un effondrement, ils iront de l'avant. Et on espère simplement en France qu'ils n'auront pas quand même un nouveau pouvoir politique puisqu'il y a des échéances présidentielles l'an prochain, qui au contraire risquent de les bloquer dans leur capacité à créer des emplois et à créer de la prospérité économique. Et puis, une des qualités des entrepreneurs, c'est de savoir rebondir. Denis Jacquet, je vous pose la même question. Oui, alors évidemment, en France, vous le savez, on est dans un monde très particulier. Je suis d'accord avec Sébastien, une petite nuance, c'est qu'on est un pays de grands groupes, hein, ce qui est très différent de la 90% des pays dans le monde. Et un pays de grands groupes, c'est un pays qui ralentit pendant les élections présidentielles. Et donc, comme il y a ce sont des donneurs d'ordre et qu'on a souvent des PME qui sont dépendantes d'elles, s'ils ralentissent, on ralentit. Donc, c'est juste la nuance. On va forcément avoir une année un peu particulière parce que toutes les années présidentielles sont particulières, surtout si ces mouvements de cet été deviennent des mouvements de gilets jaunes. On peut avoir des choses vraiment qui sont assez nocives pour le truc. Je pense que d'ici un an, il y a une opportunité monstrueuse justement de capitaliser sur ce dit nouveau monde pour digitaliser plus, apprendre à domestiquer le digital, à ouvrir les PME, les TPE, les commerçants à ce qui a failli leur coûter la vie, donc justement qui s'ouvre au digital. Donc il y a des opportunités toujours extraordinaires à saisir. Je suis d'accord avec Sébastien, il y a un monde d'opportunités, donc normalement on doit être là pour le saisir. Donc, et tout dépendra aussi de l'année prochaine de qui on aura, parce que si c'est pour encore avoir des promesses de Startup Nation pour se retrouver dans le même état que 5 ans auparavant, bon, ça n'a pas trop d'intérêt. L'élection présidentielle, c'est en avril, voilà, les 10 et 24 avril 2022. Merci à vous, Denis Jacquet, entrepreneur, cofondateur de l'Observatoire de l'Ubérisation. Je vous remercie également d'avoir participé aux Voix des entrepreneurs. Sébastien Lay, entrepreneur dans l'immobilier, président du parti 4 piliers. Le Loft Musique dans un instant. Yvan Cujous qui reçoit... Il est où le bonheur? Il est où? Voilà, vous avez reconnu Christophe Maé, c'était un des tubes de Christophe Maé dans un précédent album. Il fait le Loft Music ce soir. Christophe Maé, il est avec vous dans un instant. Yvan Cujous en maître de cérémonie, le Loft dans quelques minutes. Restez avec nous, vous écoutez Sud Radio.